Et si vous venez de nous rejoindre, c'est la seconde partie de notre grand oral avec aujourd'hui Laurent Marcangeli, le président du groupe Horizon à l'Assemblée nationale, également ancien maire d'Ajaccio. C'est pour cette raison que nous avons choisi d'inviter à nos côtés ce soir le plus corse des Tel Avivien, David Antonelli, président de l'association Corse d'Israël qui est à mes côtés. Clément Vérénal est toujours en duplex avec nous également depuis Paris. Et après les questions politiques, France, parlons justement de l'actualité vue ici de Tel Aviv. Avec quelques questions de David Antonelli. Bonsoir, mon cher David. Bonsoir Benjamin, bonsoir Clément, bonsoir Laurent. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on a grandi dans la même ville, à Ajaccio. Alors justement, j'avais une question par rapport à... Je vais un petit peu rebondir sur la question de Clément, par rapport à, on va dire, on sait pour notre plus grand bonheur, hein, nous les Corses, qu'on a toujours été épargnés par ces problèmes et par rapport à ces mouvements plutôt, c'est-à-dire qu'on peut observer sur le continent par rapport à l'insécurité, à la violence. Mais c'est vrai que la tendance, de ce que j'ai pu voir, il y a une certaine inquiétude des élus et des gens, et notamment c'est vrai qu'un dernier rapport qui avait été fait en Corse par la CISPD avait d'une certaine manière donné une certaine tendance d'une augmentation de la violence dans les quartiers, peut-être une ghettoisation. Et donc je vais vous demander tout simplement votre avis par rapport à cela et qu'est-ce que vous en pensez ? Laurent Marcangeli. C'est un vrai débat. Il y a une évolution sociologique qui ne date pas d'hier. Ajaccio est devenue une ville moyenne. En Corse, c'est la plus grande ville. Il y a 72 000 habitants. Et je vous le disais tout à l'heure, vous avez des strates historiques de personnes qui viennent de l'immigration. Vous avez une très forte immigration italienne en Corse, et à Ajaccio particulièrement. Vous avez eu également une forte communauté portugaise en Corse. Et c'est vrai que vous avez aussi une communauté maghrébine qui depuis longtemps en Corse. Il y a beaucoup de Marocains, essentiellement des Marocains, très peu de Tunisiens et pratiquement pas d'Algériens qui sont présents en Corse. Et vous avez des quartiers difficiles. Vous avez des quartiers difficiles dans les deux grandes villes, que sont Ajaccio et Bastia, mais même dans des villes périurbaines, des villes moyennes, à l'échelle de la Corse. Vous avez des problématiques sociales, vous avez des problématiques de délinquance. Vous avez un trafic de drogue qui malheureusement est trop important. Et donc vous avez des deals. Moi, pendant les 8 années durant lesquelles j'ai été maire d'Ajaccio, je n'ai cessé d'alerter, de dénoncer aux autorités préfectorales, aux forces de l'ordre, les deals lorsque j'en avais connaissance qui pouvaient se dérouler dans les quartiers d'Ajaccio, avec des fois des interpellations, hein, mais vous savez très bien que les trafics de stupéfiants se reconstituent très vite. Hein. Vous coupez une tête, il y en a 4 qui poussent malheureusement, et c'est valable également chez moi. Et j'ai aussi pu constater qu'il y avait des problèmes avec des comportements qui commençaient à s'assimiler à ceux qu'on peut voir dans certaines banlieues sur le reste du territoire français, avec des actes de violence. On avait eu un épisode très grave l'hiver 2015 dans le quartier des Jardins de l'Empereur, où des pompiers avaient été caillassés dans le quartier par des jeunes, dans un tout petit quartier, mais un quartier assez difficile, où il y avait beaucoup de personnes issues de l'immigration maghrébine notamment, et ça avait provoqué de très très grands rassemblements et de la violence. Donc quand vous parlez tout à l'heure des situations spécifiques, moi je le dis, lorsque vous avez des vagues migratoires en Corse, quand elles sont voulues, choisies, ça ne pose pas de problème. Mais en revanche, la Corse fait partie de ces territoires auxquels il est difficile d'imposer des choses sans qu'elle donne son avis. Ça je le dis très tranquillement. Alors, d'accord. Alors, Laurent Marcangeli, justement, par rapport à cela et par rapport à Ajaccio, surtout de ce que j'entends, justement, souvent on me dit qu'il y a Ajaccio, de ce que nous avons connu, même nos parents, nos arrière-grands-parents étaient un endroit où tout le monde se connaissait. Voilà. Et par contre, semblerait-il que justement, il y a une politique pour, on va dire, bétonner la ville massivement.
Voilà, c'est ce que, du moins, même si je ne suis plus là, mes amis me disent souvent, et qu'en 10 ans, ça a vraiment explosé. Et que finalement, Ajaccio n'est plus du tout ce que c'était auparavant, que plus personne ne se connaît. Donc il y a une véritable inquiétude. Alors, est-ce que finalement, ce n'est pas contradictoire par rapport à vos idées? Est-ce que finalement, vous voulez pour la Corse? Finalement, qu'est-ce qu'on pourrait proposer aujourd'hui? Et vous, qui avez été maire de la ville, pour enrayer ce processus et finalement, parce que là c'est complètement contradictoire, on est sur une politique finalement par rapport à une Corse qui est une île où il y a relativement plus très peu d'habitants, par rapport à tous ces flux migratoires et par rapport à une ville qui finalement est en train de ressembler aujourd'hui à ce qu'on voit sur le continent. Bon, ça c'est un discours qui est un peu catastrophiste et c'est d'ailleurs celui de mes opposants qui, je vous le rappelle, ont été battus dès le premier tour de l'élection municipale de 2020. C'est un discours très réducteur, c'est un discours qui ne va pas chercher plus loin que les problématiques d'urbanisme notamment. Moi je vous rappelle quand même, je ne sais pas si c'est vraiment le but de l'émission, mais j'ai été héritier d'un document d'urbanisme qui n'était pas le mien, c'était un plan local d'urbanisme qui avait été voté un an avant que je ne gagne les élections municipales. Et oui, ce plan d'urbanisme, eh bien, il proposait d'ouvrir une urbanisation sur l'est de la ville. Je n'avais pas voté ce plan d'urbanisme, mes amis s'y étaient opposés. Et une fois que vous avez des droits à construire, le maire de la ville d'Ajaccio, il n'est pas tout puissant, parce que lorsqu'il refuse les permis, il peut perdre des procès au tribunal administratif contre des gens qui sont propriétaires et qui ont des droits. Et c'est ce qui s'est passé à de nombreuses reprises. Et donc on a voulu un peu instrumentaliser cela. Et je rappelle qu'en 2018-2019, nous avons refait un nouveau plan local d'urbanisme à Ajaccio et qu'on a limité de manière historique les capacités à construire et notamment on en a fini avec l'extension toujours vers l'est de la ville. Donc ça, je le prends pour moi. Et en revanche, ce que je vous dirais en matière de logement et de politique de logement, la ville d'Ajaccio aujourd'hui, elle ne compte que 16% de logements sociaux dans sa commune. 16% alors qu'il en faut 25%. Tous les ans, la ville d'Ajaccio elle paye entre 500 et 600 000 euros d'amende par rapport à ça. Et puis, par ailleurs, au-delà de l'amende, parce que je vous dirais que l'amende, quand il faut la payer, c'est douloureux pour les finances publiques, mais c'est plus symbolique qu'autre chose sur un budget aussi important. Alors sur la politique, Laurent Marcangeli, d'accord. Sur ça, j'ai entendu. Maintenant, sur autre chose, sur votre ouvrage, vous dites dans votre ouvrage, par exemple, que vous avez été effarouché par le score de Marine Le Pen en Corse, par exemple, qui, on le sait, en 2012 a fait pour la première fois une élection importante. En 2017, un électeur sur deux a voté Marine Le Pen. En 2022, si mes calculs sont bons, elle est sortie gagnante et je crois que c'est la seule région en France où Macron a été battu. Et donc si on voit par rapport à la Corse, finalement, si c'était le sort de l'élection présidentielle dépendait de la Corse, Marine Le Pen serait présidente. Donc vous, par exemple, qui êtes quelqu'un de droite, par tradition politique, et aujourd'hui vous êtes dans un autre parti qui est Horizon, qui est, on va dire, qui est avec M. Philippe, qui était Premier ministre de Macron, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu à contre-courant par rapport à l'inquiétude des Corses et par rapport à leur choix, finalement, par rapport à l'insécurité, par rapport à l'immigration, qui finalement est le levier un petit peu de ce que présente toujours Marine Le Pen en Corse? Si j'étais à contre-courant, David, je ne serais pas député, je ne serais pas en train de vous parler. Les gens, ils ont voté l'année dernière à l'élection législative de la première circonscription de la Corse du Sud. Je savais que l'étiquette que je portais, elle n'était pas évidente, mais les gens me connaissent. Les gens me connaissent à Ajaccio, les gens me connaissent dans la première circonscription de la Corse du Sud, qui est le berceau de ma famille, du côté de ma mère et de mon père, et ils savent de quoi je suis capable. Notamment quand il s'agit de défendre les intérêts de la Corse. Oui, Marine Le Pen a fait 58% sur ma circonscription au second tour de la présidentielle l'année dernière. Mais lorsqu'il s'est agi de voter pour moi, eh bien, ils ont voté majoritairement pour moi. Donc je ne suis pas à contre-courant, si je puis me permettre l'expression. Mais qu'est-ce que ça vous inspire? Les gens voient. Qu'est-ce que ça vous inspire, Laurent Marcangeli, les scores que fait Marine Le Pen en Corse? Mais je les avais anticipés, les scores de Marine Le Pen en Corse. Tout le monde les a vus venir et de loin. L'offre politique de gauche en Corse a baissé nettement au cours des dernières années. Elle n'a jamais été d'ailleurs majoritaire. Et depuis 2017, vous avez une forme de décomposition de la droite, puisque Valérie Pécresse en Corse a fait un score à peu près équivalent à celui qu'elle a fait au niveau national, alors que c'était des terres qui votaient
très largement pour Jacques Chirac, pour Nicolas Sarkozy pendant des décennies. Et vous avez eu un affaissement de la droite et des gens qui se sont détournés de la droite classique pour aller soit sur Éric Zemmour, qui a fait également un score assez important en Corse et à Ajaccio, un score à 2 chiffres, soit sur Madame Le Pen. Et au second tour, ça s'est senti. Et je veux dire aussi que le premier quinquennat d'Emmanuel Macron vis-à-vis de la Corse n'a pas été réussi. Nous le savons tous. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je suis revenu dans le débat politique national. Alors, Laurent, moi, aider la Corse et aider le gouvernement à réussir en Corse. Laurent, juste sur une dernière chose. C'est vrai que, comme on le sait, en Corse, ces élections, c'est très spécifique. Alors certes, les élections législatives, c'est quand même très particulier. Je peux comprendre qu'on ait pu porter, les suffrages ont été portés vers vous parce que en Corse, tout le monde se connaît. Laurent Marcangeli, on le connaît. Et donc on vote pour vous, plus parce qu'on connaît Laurent Marcangeli que pour les idées. Mais on sait que les élections présidentielles, c'est un indicateur très fort. Et donc finalement, aujourd'hui, on peut dire que l'inquiétude véritable des Corses, c'est sur deux leviers. C'est l'immigration et l'insécurité. Et la question, comment avec Horizon, finalement, sur un plan plus global et national, et même par rapport à la Corse, vous allez vous positionner par rapport à cela? Parce que c'est vrai que l'attente des Corses, elle est très claire là-dessus. Alors l'attente des Corses est très claire là-dessus. Par contre, je suis obligé de rappeler quand même des faits. Il ne faudrait pas que nos téléspectateurs aient une vision qui ne soit pas sincère et fidèle à ce qu'est la Corse aujourd'hui. Vous savez aussi bien que moi, David, qu'en règle générale, certains phénomènes d'insécurité qu'on peut voir sur le reste du territoire français n'existent pas en Corse. Vous savez très bien que vous avez un petit peu de retard, bien sûr, sur les jeunes femmes dans les rues. Oui, grâce à Dieu, on va dire, on a un petit décalage, tant mieux. Mais il y a une tendance qui est inquiétante quand même, ça c'est vrai aussi. Je dirais que plutôt en avance sur la question qu'en retard, mais ça c'est une question de sémantique, mais je pense qu'on dit la même chose. Oui. Moi, ce que j'essayais de faire lorsque j'étais en responsabilité à la mairie d'Ajaccio, et ce que je continuerai d'essayer de faire là où je suis en tant que président d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, membre de la majorité, c'est de dire qu'effectivement les Corses, dans leur grande majorité, aspirent à vivre en sécurité et que tout doit être fait pour que cela soit ainsi, et que effectivement la Corse n'a pas des capacités d'absorption de flux migratoires que peuvent avoir d'autres territoires au niveau national, et que le résultat des élections présidentielles doit alerter, même si je considère que le résultat de l'élection présidentielle 2022, il a été également un peu grossi. Marine Le Pen aurait certainement été en tête. Il y a des mouvements de fond qu'on voit dans l'électorat, mais il a été un peu grossi par rapport aux relations difficiles que le président de la République a eues avec les élus de la Corse pendant le premier quinquennat, notamment avec Gilles Simeone et sa majorité à l'Assemblée de Corse. Pour prolonger le sujet, Clément Verena, là je crois une question à vous poser depuis Paris. Oui, parce que je vous ai entendu dire, c'est bien une question sur la Corse, mais vu de Paris, vous venez de dire la Corse, on ne lui impose pas des choses contre son avis. Alors j'aimerais, peut-être que vous avez des recettes à donner au reste de la France. La question peut se formuler de manière paradoxale parce que c'est intéressant. Vous le savez très bien, la Corse, en tout cas ici en France, enfin sur le territoire métropolitain, a longtemps évoqué un danger de séparatisme. Et on se demande si aujourd'hui vous n'êtes pas en train d'offrir un modèle de défense identitaire pour le reste de la France. D'abord, voilà, je vous le dis encore une fois, nous, la Corse, elle a beaucoup accueilli, et elle a considéré les gens qu'elle accueillait comme faisant partie de la Corse elle-même. Donc il n'y a pas eu de débat là-dessus. La Corse, elle est capable d'accueillir. En revanche, la Corse, elle a son identité, vous l'avez rappelé. Ce n'est pas un modèle séparatiste, c'est quelque chose que nous avons dans notre cœur, que nous portons. Elle a ses coutumes, elle a son art de vivre. C'est un territoire insulaire, c'est un territoire de montagne, c'est un territoire de proximité, parfois même, disons-le, pour le pire des cas, parfois de promiscuité aussi. On a aussi quelques difficultés parfois par rapport à ce petit monde insulaire. Mais la Corse, c'est bien, effectivement. Moi, je sais que les gens chez moi, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, mais je sais que les gens chez moi, demain, si les pouvoirs publics ne jouent pas leur rôle, ils sont capables de faire les choses. Ça s'est vu dans l'histoire. C'est quoi faire les choses ? C'est-à-dire que si des fois des délinquants commettent des actes,
C'est-à-dire faire les choses. C'est par exemple quand vous avez des gens qui s'en prennent à des pompiers. Vous avez des exemples, je vous dis des exemples précis. Vous avez des gens qui agressent un pompier, un camion de pompiers, ça s'est produit. Il y a des gens qui sont allés dans le quartier et qui voulaient faire la peau des types qui avaient fait ça. Ça s'est passé il y a 7 ans. C'est une réalité. Si demain vous avez quelqu'un qui va s'en prendre à des enfants chez moi, je peux vous dire... Pardon ? Ça s'appelle faire justice soi-même. Je vous dis si on a le sentiment que les pouvoirs publics ne jouent pas leur rôle. D'accord, mais donc c'est vous qui représentez... C'est pour ça que les pouvoirs publics doivent être forts. C'est vous qui représentez le pouvoir public. D'ailleurs, à ce sujet, Laurent Marcangeli, vous dites la Corse est une terre d'accueil. Comme on vous parle avec David Antonelli depuis Tel Aviv, on sait que l'histoire juive, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale, les Juifs ont bien vu cette terre d'accueil qu'est la Corse. Aujourd'hui, il est question à l'ONU de séparer les notions antisémitisme et antisionisme. Est-ce que pour vous, l'antisionisme est oui ou non une forme d'antisémitisme ? Oui, parce que ceux qui se définissent comme antisionistes, en réalité, ils essayent de prendre ce terme alors qu'ils sont remplis d'antisémitisme. Moi, c'est en tout cas mon point de vue. On essaye de jouer avec les mots et la plupart du temps, ceux qui se définissent comme antisionistes pour ne pas vouloir se définir antisémites sont en réalité des antisémites. Ça a le mérite d'être clair. David Antonelli. Alors, Laurent, j'ai une question justement par rapport au nouveau gouvernement en Israël. Tout à l'heure, Ah, Clément a une question. Ouais. David et ensuite Clément. David. Alors, Laurent, voilà, je voudrais vous poser une question par rapport au nouveau gouvernement. Bon, allez-y Clément, vous insistez. Clément. Oui, vous évoquiez tout à l'heure l'attitude équivoque de la France insoumise à propos d'Israël. Là, vous avez peut-être mis un peu plus les points sur les i. Est-ce que vous pensez que la France insoumise développe ou nourrit en elle-même des positions antisémites ? Je vous ai dit que la France insoumise, elle n'est pas claire par rapport à cette question. Je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier. Vous avez vu encore Mathilde Panot qui intervient sur certains sujets. Parfois, c'est des sujets qui sont borderline, je le dis très clairement, et il y a des équivoques. Lorsque vous manifestez dans la rue avec des gens qui sont authentiquement déclarés comme antisémites, je crois que voilà, vous avez eu des réponses. Après, je n'ai pas envie d'accuser et de me prendre dans les dents des rappels à l'ordre de gens qui n'ont pas d'ailleurs à me rappeler à l'ordre, mais on voit bien que depuis des années, il y a un discours islamo-gauchiste qui est développé du côté de la France insoumise et que parfois l'un de ses corollaires, ce sont des discours antisémites. C'est une réalité. Je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais il y a des députés, il y a des élus qui sont limites lorsqu'ils prennent la parole et qu'ils évoquent Israël. David Antonelli. Alors voilà, justement, par rapport à comment Israël est perçu dans le monde, notamment en Europe, dans les chancelleries européennes, on voit malheureusement que Israël est vu, surtout le nouveau gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahou et avec sa coalition, mal vu par souvent des gouvernements qui sont, on va dire, progressistes. Et je vais vous poser cette première question. Comment vous voyez ce gouvernement ici en Israël? Est-ce que pour vous il est légitime? Est-ce que c'est un gouvernement qui est à droite, qui est identitaire, qui est conservateur? Mais c'est vrai qu'il est très mal vu. Et notamment aussi par les États-Unis. C'est là où j'avais une question importante pour vous, Laurent, parce que j'ai vu dans votre livre que vous avez dit que vous avez, par rapport à Biden, si vous étiez américain, je crois que vous avez... là-bas aux États-Unis, vous aurez pris la carte du Parti démocrate. Alors il faut savoir que aux États-Unis, les démocrates sont souvent un gouvernement qui, on va dire, qui est très hostile, notamment au gouvernement Netanyahou, et on sait que même beaucoup disent que des ONG ont financé les mouvements de manifestation en Israël contre la réforme judiciaire, etc. Donc vous, par rapport à tout ça, comment vous vous positionnez personnellement et par rapport à Horizon de votre nouveau parti politique ? Bon, moi, je ne suis pas autorisé aujourd'hui pour parler au nom de mon parti politique. Je vais parler en mon nom propre, puisqu'on parle de politique étrangère. Moi, je ne reconnais qu'une seule légitimité, c'est celle du vote. Et les Israéliens, lorsqu'ils votent, ils choisissent leurs députés, leurs parlementaires, et une majorité se dégage, et cette majorité forme un gouvernement. Et les autres nations doivent faire avec ça. C'est en tout cas, je pense, la position qui est la mienne, et qui est partagée, à mon avis, par une grande majorité de mes collègues et de mes amis qui sont avec moi à Horizon. Ensuite, bon, vous parliez
de ce que j'avais dit à l'époque, en 2020, lorsque les Américains ont voté pour élire leur président. Oui, effectivement, moi je ne suis pas convaincu par le passage de Donald Trump à la présidence des États-Unis, tant d'un point de vue intérieur, mais à la rigueur c'est l'affaire des Américains, que d'un point de vue extérieur par rapport à la place que l'Amérique c'est là ma question, Laurent. Pour quelqu'un comme vous qui est de tradition justement à droite, on va dire gaulliste, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? C'est vrai que les gens de droite, en général, je veux dire, ils voient l'élection de Trump finalement quelque chose de positif par rapport aux valeurs de droite qui sont traditionnelles, d'être conservateur. Et il y a un fossé quand même, c'est vrai, entre l'idéologie de Donald Trump et celle de Joe Biden, qui est quand même un progressiste, qui est quand même sur une ligne idéologique complètement différente. C'est ça que je voulais justement vous poser la question là-dessus. Mais la droite de Donald Trump, c'est pas la mienne, hein. Et vous parliez du gaullisme, moi je m'inscris en faux dans tout ça. La droite de Donald Trump, c'est pas la droite dans laquelle je me suis inscrite. Non, moi je suis pas du tout d'accord avec le fait. Vous voyez bien d'ailleurs que le parti républicain aux États-Unis depuis des années est allé beaucoup plus à droite qu'il ne l'était il fut un temps. Je parle de l'époque de Ronald Reagan ou même de Richard Nixon, hein, pour citer des présidents qui ont marqué l'histoire du parti républicain. Et on voit bien que cela n'est pas tout le temps couronné de succès. Vous avez eu des élections de midterms, tout le monde disait que les républicains allaient l'emporter haut la main. La réalité, elle a été tout autre et Joe Biden a été renforcé parce que je crois que cette dérive radicale qu'incarne Donald Trump notamment, eh bien, elle ne marche pas. Et les mêmes causes provoquant les mêmes effets, vous allez avoir il est de nouveau très haut dans les sondages, hein, d'ailleurs. Vous verrez bien. Par contre, il est de nouveau très haut dans les sondages. Oui, mais les sondages. Ouais. Bon, les sondages, vous savez, moi j'ai cotisé, hein, et tout le monde a cotisé. Juppé, il serait président si les sondages ils fonctionnaient, et d'autres aussi. Donc voilà. Enfin, en tout cas, sachez que nous, en Israël, les sondages à 2 ans d'une élection, j'y crois pas trop. En Israël, pour vous dire honnêtement, on aimerait quand même, par rapport à tout ce qui s'est passé, c'est vrai que ça soit un gouvernement républicain. Parce que c'est vrai qu'entre la reconnaissance de Jérusalem et les positions des républicains en règle générale, ça se passe mieux qu'avec les démocrates. Je me suis laissé dire effectivement, et ce n'est pas une surprise pour moi parce que je connais les convictions qui vous animent, mais moi je vous dire que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui aux frontières de l'Europe, notamment vers l'Est et en Ukraine, je préfère que ce soit Joe Biden qui soit président que Donald Trump parce que la guerre, elle est aussi pas loin de Paris et donc pas loin d'Ajaccio. Alors, il nous reste 3 minutes 30 d'émission. Je dois donner la parole à Clément Vérénal pour les dernières questions. Oui, une question à 1000 shekels, si j'ose dire, parce que qui concerne votre positionnement politique personnel, hein, et votre vision de la politique. J'ai vu sur votre CV, c'est un mystère pour personne, que vous êtes membre également du comité central bonapartiste. Hein, c'est un petit parti local à Ajaccio et que vous êtes très, très attaché, hein, à cette appartenance. Alors, vu de Paris et encore plus de Tel Aviv, ça pourrait paraître anecdotique, mais quand même, le bonapartisme, c'est un terme qui est passé dans le langage politique français. Tous les étudiants de Sciences Po le savent. Alors, c'est quoi votre bonapartisme? Est-ce que c'est juste une tradition locale ou est-ce que c'est une doctrine, une vision plus large qui est susceptible, à un moment de crise, de donner un second souffle à la vie politique française? Il y a deux éléments. D'abord, vous l'avez dit, ce comité central bonapartiste, ce parti, j'en suis membre d'honneur, il est très attaché à Ajaccio et à l'histoire de la ville d'Ajaccio. Mon grand-père en était membre et j'en suis devenu membre d'honneur en 2013. Donc c'est un parti local qui a une spécificité très ajaxienne et j'en suis membre d'honneur et certains membres de la majorité municipale que j'ai formée en sont membres et y exercent des responsabilités. C'est un vieux parti qui a donné beaucoup de maires à la ville d'Ajaccio, qui a donné des parlementaires. Puis vous savez, ensuite la République s'est installée de manière durable et le parti bonapartiste à l'époque a reconnu la République, a reconnu vouloir appartenir à la République au début du XXe siècle. Et ensuite, vous parlez de la définition du bonapartisme. Bon, René Raymond l'a fait lui-même. Il y a des droites en France, une droite orléaniste, une droite légitimiste et une droite bonapartiste. Vous direz que moi, j'ai adhéré au RPR lorsque j'avais 16 ans. J'ai suivi Jacques Chirac. Je me reconnais aussi une pente gaulliste qui est pas négligeable.
J'ai également soutenu Nicolas Sarkozy. Donc on présente davantage ces hommes dans leur manière d'aller à la rencontre des Français comme des bonapartistes, appartenant à cette droite bonapartiste. Le bonapartisme, c'est l'appel au peuple, c'est l'esprit de dépassement, c'est la méritocratie républicaine. C'est un projet pour la France, c'est une capacité de réforme. Le consulat a certainement été la plus grande œuvre de réforme que la France ait connue dans son histoire contemporaine et peut-être même dans son histoire tout court. Il y a encore des pans entiers de, nos institutions qui reposent. Merci. Il suffit d'aller aux Invalides pour le voir, tout ce qui a été fait. Donc voilà, c'est ça, tout ça. Et je me définis comme ça et comme adhérent à cet état d'esprit. Merci. Eh bien écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci Laurent Marcangeli d'avoir accepté de passer ce soir le grand oral des GGMO avec Clément Vérénal qui était à mes côtés à Tel Aviv, à Paris, David Antonelli à mes côtés à Tel Aviv. Laurent Marcangeli, vous connaissez d'ailleurs Tel Aviv ? Non, mais j'y en parlais tout à l'heure avec mon collaborateur. J'aimerais bien connaître parce qu'il paraît que c'est joli et qu'on y fait bien la fête. Eh bien écoutez, on vous donne rendez-vous ici sur le plateau Tel Avivien, peut-être dans quelques mois ou dans quelques semaines. Pas que pour faire la fête, mais pour parler également politique. Merci Laurent Marcangeli, merci à vous également pour votre fidélité au grand oral des Grandes Gueules Moyen-Orient. Vous a-t-il convaincu ? Dès maintenant, rendez-vous sur notre page Twitter, GGMO-I24. Et nous, on se retrouve évidemment demain soir avec nos GGMO. À demain.